Sous-chapitre 5, on va voir et survoler toutes mes preuves, tous mes éléments, la reconstitution de l'accident réalisé avec un pote de l'époque, un ami, voilà. Le plaidoyer, plus peut-être si on a le temps en fonction du timing sur de la vidéo, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans cette action, je ne sais pas que j'ai été condamné dans mon dos. Je ne sais pas que ma plainte a été détruite de l'officier Linet. Alors peut-être avec la complicité de ou l'ordre de son commissaire ou l'ordre du parquet, hein, parce qu'il a volontairement pas donné copie. Hein, comme le gendarme, je dirais, à Saint-Aubin-du-Cormier sur le chapitre 5, quand je me fais agresser, il refuse de me donner la plainte. Et sans la plainte, je ne peux faire tester mon sang pour savoir si j'ai été drogué ou pas. Donc il y a toujours une action qui est contraire à la loi et qui est toujours des abus de pouvoir de ces sous-officiers, officiers ou chefs de gendarmerie qui sont contraires à la loi, qui sont autorisés, je dirais, par cette criminalité politique, hein, ces ministères. Parce que ici, vous voyez, la présomption d'innocence ou même le fait que vous arriviez en victime, eh ben, rien ne vous est reconnu, hein, parce que on vous a fabriqué un casier judiciaire à partir de procédures bidons pour escroquer, parce qu'en plus du sabotage, du terrorisme informatique, hein, nous sommes sur l'escroquerie, nous sommes sur la corruption, nous sommes sur le favoritisme. Je dirais, en bande organisée pour filer du fric à cette entreprise d'avocats féminine et à cette garce de commerciale gérante Lemonnier. Hein, c'est ça qu'il faut concevoir, hein, ça c'est clair. Et nous sommes avec, je dirais, l'institution je dirais, des promotions ministérielles de l'organisation criminelle du Sarkozy avec son entreprise, hein, des quotas, des verbalisations, bien sûr, hein, puisque cette garce Alliot-Marie, je vais la retrouver au ministère de la Justice sur la cour d'appel. Donc vous voyez, à un moment donné, ici, je la trouve au ministère de l'Intérieur, quand je lui dis c'est une histoire d'amour, je dois avoir les mêmes documents et les mêmes droits pour me défendre. Je dirais que le procureur de la République qui est dans son pouvoir absolu, alors que là, ça a bien démontré qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et donc nous sommes bien sur une dictature administrative judiciaire, puisque nous avons ces racailles de présidents, d'euro-présidents, hein, qui ne font pas respecter la loi, ni la séparation des pouvoirs, parce qu'on n'oppose jamais et on ne reconnaît pas l'égalité des droits du citoyen face à la dictature du bureau du procureur de la République. Parce que ça part d'abord du bureau du procureur de la République. Le procureur général, hein, c'est quand même si c'est en cour d'appel, tu arrives quand même avec un charlot qui est issu de la même ascension, qui est issu du même esprit criminel. C'est ce qu'il faut savoir. On voit le dossier. Survoler les trajectoires voitures, donc Fougères. Donc elle ne s'arrête pas au commissariat de police de Fougères, hein, ce que j'aurais préféré pour la confondre, bien sûr. On continue donc sur Rennes, là la rocade, donc c'est là le premier appel, et 50 minutes après, elle n'est toujours pas dans une gendarmerie, pourtant il y en a beaucoup sur la trajectoire, et comme elle dit qu'elle était dans le trafic, hein, puisqu'elle nous parle d'un feu rouge, nous étions sur Rennes, et elle ne recherche pas non plus un commissariat à Rennes. Donc ça c'est clair, elle, sa trajectoire, ça va jusqu'à Nantes, hein, ici. Donc ça c'est clair, et moi, la gendarmerie que je vais déposer la main courante, c'est Bain de Bretagne. Donc vous voyez les trajectoires, mais moi j'ai été envoyé sur Bain de Bretagne, que ça se passe ici, à Bourg-les-Comtes. Donc elle dit bien et elle parle bien de Bourg-les-Comtes. Moi je parle bien de Bourg-les-Comtes, hein, de l'accrochage. Voilà. Sauf que elle, une fois qu'elle fait son délit de fuite, elle s'en va vers Guichin, qui est, je dirais, quand même à l'opposé de la trajectoire de Nantes, hein, qui se trouve plutôt dans l'axe ici, Bain de Bretagne. Alors que moi, c'est cohérent parce qu'en sortant ici à Bourg-les-Comtes, par les petites routes, hop, je peux aller directement à Guipry-Messac. Hein, ce qui est cohérent puisque je parle de Guipry-Messac, je ne parle pas de Nantes. Voilà. Et si je suis à Bain de Bretagne, hein, c'est parce que j'ai dû m'arrêter ici dans une gendarmerie occasionnelle, hein, puisque là, on était sur le démantèlement déjà institutionnel, voilà, les économies, hein, le démantèlement des réseaux et des petites gendarmeries. Hein. Donc, vous aviez que des petits haut-parleurs, hein, vous savez, et hop, et on m'a envoyé sur la gendarmerie de garde, on va dire, hein, si on peut appeler ça comme ça, qui était à Bain-Bretagne. Donc,
Ici, je ne saurais plus dire laquelle j'ai intervenu, qui m'a envoyé à Bain de Bretagne. Et comme d'après la trajectoire, moi j'allais à Guy-Primessac, franchement, il n'y avait pas de problème. Donc vous voyez, les trajectoires sont celles-ci. Exactement, là, pour voir un petit peu la différence, parce que Guichin, ça va plus vers Redon, et Redon, c'est la boîte mère de son patron qui habitait à Redon. Enfin, la boîte mère, c'est Redon. Donc là, Guichin, c'est plus en direction de Redon que sur Nantes. Ça, il faut être clair. On intègre le dossier de ma défense dans la phase 1. Donc la phase 1, on l'a un peu survolé. Donc là, on va resurvoler à Mac 2 parce qu'il y a plus de détails de pièces. Donc voilà, ça, c'est l'entreprise qui m'a escroqué. Et donc la recherche Infogreffe, l'entreprise se trouve bien à Paris. Voilà, et pourtant j'étais à Toulouse ou Bordeaux, je ne sais plus, non Toulouse. Voilà, donc vous voyez, ils vont s'héberger dans une pépinière d'entreprise alors que l'entreprise est à Paris. Et hop, on dissout l'entreprise et on en recrée une autre et on ne paye pas les salaires dans les complicités des prud'hommes, puisque des collègues ont essayé de faire une procédure prud'homale. Mais voilà, nous sommes toujours sur les magouilles et le pouvoir absolu de la criminalité judiciaire, politique, syndicaliste, bien sûr. Dossier forfait Bouygues Télécom, donc là, on voit bien, c'est Séverine, donc on l'a déjà vu, bien sûr, avec un petit peu plus de documents qui sont, je dirais, le réalisme de mes dernières factures de chez Orange, pour bien démontrer que voilà, je suis et je quittais Orange en fonction de la procédure d'Orange. Ça, c'est ma résiliation de mon téléphone en janvier, enfin pas en janvier, en mars, voilà, février, mars, voilà. Envoyé en accusé de réception, là, c'est la résiliation de mon forfait téléphonique, ça c'est clair, en 2009, donc là, nous sommes dans la phase 2. Là, nous voyons bien, c'est le contrat de service Rennes de la carte Internet, qu'on a déjà vu aussi, on a survolé les factures, voilà, hop. Ça, c'est la résiliation de la carte Internet en accusé de réception au 1er février 2007, qui correspond exactement à la date, je dirais, de la première main courante, où les conditions générales et particulières de suspension et de résiliation sont bien en phase avec chômage faisant suite à un licenciement. Donc j'ai été escroqué, qu'est-ce qu'on veut de plus, c'est un licenciement, abusive dans cette criminalité organisée de la droite socialiste conventionnelle patronale, bien sûr. Alors, facture et contentieux, là, pareil, donc ça c'est Bouygues sur le même sujet, la carte. Vous voyez, donc tout ça c'est en 2007, là, c'est pour ça que je vais voir cette gérante, voilà, et pendant toute cette période-là, elle ne porte pas plainte et elle ne parle jamais de mes démarches au niveau de ces problèmes de contrat, puisque elle parle dans ses plaintes juste de mes fleurs, de mes cadeaux, et que j'achète quand même encore du matériel dans sa boutique. Et ça, c'est la condamnation, une des condamnations, donc en mars 2005 de Bouygues Télécom, publicité mensongère ou de nature à induire en erreur donc d'entreprises et de sociétés qu'elles se défendent. Et là, nous sommes à Paris encore. Alors, vous voyez, les montants qui vont être totalement différents. Envoyés en accusé de réception pour qu'ils arrêtent de me harceler avec leur procédure abusive, puisque nous ne sommes pas sur une décision de justice, bien sûr, sur des entreprises privées, dans toutes ces magouilles et criminalités organisées du patronat, des franchisés, voilà, toute l'omerta des mêmes gérants et gérantes. Voilà, donc ordonne à Bouygues Télécom, donc là, à hauteur de 5 000 euros. Vous voyez, moi, je demandais 2 000 euros de dédommagement et on m'a donné 500 euros qui ne remboursent pas ni mon travail, ni mes réclamations, ni le harcèlement que j'ai subi de cet opérateur. Et tout ça, ça fait partie du dossier. Donc vous voyez, tout ça, ça va faire partie, plus tout ce qu'on vient de voir du dossier du parquet, tout ça va être intégré à la cour d'appel. Donc déjà, nous sommes, et on va être avec plus de 100 à 150 pièces au total général. Là, je ne vais plus m'amuser à compter parce que c'est énorme. Donc, on passe sur la phase 2 de la défense de mon dossier. Première attestation et vérité concernant les appels téléphoniques de Séverine Lemonnier. Donc, c'est par ma sœur au 10-10-2009. Donc, vous voyez, ce n'est pas des documents que j'ai fait antidater, bien sûr. Madame, monsieur, j'atteste par la présente le fait suivant. Mon frère a bien reçu un appel téléphonique fin décembre 2006, un vendredi aux alentours de 18h à 19h. Nous étions chez moi à l'apéritif avec des amis.
Mon frère s'était isolé dans ma cuisine environ 5 à 10 minutes. En sortant de la cuisine, il était heureux. Il m'a dit que c'était Séverine, qu'elle travaillait chez Bouygues et qu'il était ébloui par cette belle femme. Ensuite, il m'a dit qu'elle devait le rappeler. C'est pour cela qu'il est rentré chez lui. Oui, simple, concis, c'est vrai, j'ai pas menti. Le premier appel, il s'est bien passé chez ma sœur, qui peut attester qu'elle m'a téléphoné. Ce qu'elle a jamais dit est toujours caché, en fait, hein. Voilà. Et donc là, vous voyez un certificat médical. Donc là, nous sommes toujours en 2009. Hein, donc c'est pour la deuxième partie du dossier. Hein. Je sous-signais Dr Eglas, certifie que M. Prudor-Yannick m'a dit avoir des troubles du sommeil, hein, fin 2007 jusqu'à 2008, et ayant ça a duré 1 an, donc c'est toute l'année. Voilà, certificat fait pour remis en main propre pour l'intéressé pour faire valoir ce que de droit. Vous voyez que moi, même si je lui parlais de mes troubles du sommeil et tout, je ne demande pas un traitement. Je ne demande pas, c'est pas pour avoir une ordonnance et des médicaments. Vous voyez, ça c'est clair, hein, mais pendant cette période, j'ai été déstabilisé par ses comportements et son attitude incompréhensible d'ailleurs. Les documents de la preuve de l'accident avec le scooter, hein, et bon, je ne peux pas avoir autre chose à l'époque, hein. Des fois, on a du mal à récupérer des documents auprès des assureurs, hein, parce que quand vous avez un accident, vous faites un constat. Le constat, vous devez le remettre, je dirais, à votre assureur ou à la société d'assurance. Mais après, au final, vous n'avez plus de documents, sauf les références dossiers. Vous voyez, toujours cacher les documents, parce que voilà, quand on en a besoin, on n'en a plus. Donc là, soit ils sont passés par Internet pour me faire les photocopies des documents que j'ai refait en photocopie, hein, d'ailleurs, hein. Donc on voit bien que le client est toujours caché, hein, parce que je n'ai pas le nom de la personne, la jeune fille en scooter qui m'a heurté, hein. Donc par contre, l'opposant, hein, c'est moi. Voilà. Donc vous avez le numéro de contrat, ça c'est l'assurance de la personne, des parents à la jeune fille, hein, qui m'est rentrée dedans. Donc c'est bien arrivé le 14 mars 2009, hein, d'accord. Ça a été ouvert le 16 mars 2009. Hein. Le constat, enfin déclaré, tout ça. Voilà, le conducteur numéro 1, Prudor-Yannick, voilà. Et les circonstances de l'accident respectent pas le stop. Donc voilà, ça c'est le fait que la jeune fille a grillé le stop et m'est foncé dedans la voiture. Voilà, donc c'est tout con, on va dire, hein. Voilà, les dommages matériels, c'est bien marqué L, plus clignotant, plus capot, plus porte. Donc là, on parle de bien un véhicule qui fonce dans un autre, hein. Là, nous sommes d'accord, hein. Et il y a du dégât. Donc ça c'est clair, les remboursements programmés en août 2009, 2700, voilà. Donc ça c'est la première page, hein, qu'on voit bien ici, hein. Et on passe à l'autre page qui ne va pas apporter plus d'informations ni sur le nom du client, hein, des parents de la jeune fille, hein. Voilà, on voit bien ici la surbrillance de la page. Voilà, là nous sommes en juin 2009 pour deux sommes, hein, peut-être pour la personne du scooter et pour moi-même, hein. Donc, vous voyez, je n'ai pas reçu le remboursement pour les réparations du véhicule au moment où j'ai l'accrochage avec cette femme, ou cette femme m'accroche mon véhicule. Voilà. Alors maintenant, on va voir la reconstitution de l'accrochage de mon véhicule par cette femme, et au vu des documents et des preuves, pour moi, il n'est impossible que moi, je puisse la heurter. Qu'elle rentre exactement dans l'angle où j'étais déjà fracturé au niveau de l'aile. Donc c'est peu probable que moi je suis, donc c'est elle la fautif, et en faisant un délit de fuite et en utilisant toujours la première procédure, me met sur le dos, elle manipule encore tout le monde, hein, et puis comme c'est une femme, on va la croire. Elle va jouer les victimes, comme savent le faire beaucoup de femmes aussi. J'ai même poussé le bouchon pour faire une reconstitution de l'accrochage, hein, parce que les moyens techniques et technologiques à l'époque n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui, hein. Il est vrai que ce n'est pas à cet emplacement, mais concernant les espaces, la largeur de la route, on y était très proche, hein. Oui, parce que la reconstitution, je l'ai fait en 2011. Vous voyez, donc nous sommes plus en 2009, hein, et des fois il y a des changements et des travaux qui font que vous retrouvez plus exactement l'endroit, hein, parce que je l'avais pas archivé cérébralement, hein. Ce n'était pas un céder le passage, en réalité c'était un stop. Donc un stop, c'est obligé de s'arrêter, hein, parce qu'un céder le passage, j'aurais pu passer sans m'arrêter. J'étais bien à sa droite, mais en accord avec le code de la route, et c'est là qu'elle m'est rentrée dedans. L'angle correspond à ses rayures sur sa carrosserie. Mon aile était déjà enfoncée, comme précisé, sur mon audition.
Mais dans l'audition, il ne l'a pas marqué. Lors de l'enquête, j'ai précisé à l'agent de police qui a constaté mon véhicule que j'avais eu un accident avec un scooter et qu'on m'avait rentré dedans, sans préciser qui. Et comme par hasard, il n'apparaît pas sur son rapport vu dans le dossier. Oui, en lisant, j'ai vu le truc, il ne l'a pas stipulé sur le rapport, sauf que on le voit lors de ma prise d'alcool, hein, le test d'alcool, hein, le contrôle d'alcoolémie. Là, c'est bien stipulé sur le rapport que, bien sûr, j'ai eu un accident 1 mois et demi, enfin, j'ai dit 1 mois et demi, donc c'était presque 2 mois et demi avant, je dirais, l'accrochage avec cette lemonnier. Le véhicule, les véhicules témoins, là, j'ai dit le véhicule, mais il y avait 2 voitures derrière nous. Témoins étaient derrière elle. Donc, ils étaient. Voilà. Et donc, elle, quand moi, je me suis positionné ici, elle m'a pas vu, hein, puisqu'elle le précise bien dans sa plainte. Elle m'a pas vu et elle nous dit nous sommes rentrés dedans. Mais c'est impossible que moi, je lui rentre dedans. Vous voyez l'angle, ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est sa voiture et ça, c'est ma voiture. C'est clair. Voilà, donc là, c'était beaucoup plus large, hein. C'est pour ça que les 2 voitures qui étaient derrière elle, voilà, moi, je me suis mis sur le côté ici. Voilà, et les autres voitures sont passées par là et par là parce qu'elle, elle ne bougeait pas. Ça, c'est clair. Et si vous regardez l'agrandissement, le choc où ça s'est passé ici. Puisque elle, c'était une voiture grise et d'ailleurs, le flic constate des marques blanches. Il ne parle pas de peinture grise. Voilà. Et donc, mon aile qui était endommagée, c'était dans cette partie-là. Et elle est toujours endommagée puisque je ne l'ai pas réparée. Elle n'est pas réparée. Donc là, on voit bien qu'elle est défoncée, hein. On ne le voit pas correctement, mais on voit bien que c'est défoncé et c'est prouvé, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, il est impossible de lui rentrer dedans à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est obligé que ce soit elle. Et comme elle précise qu'elle ne m'a pas vu, qu'elle m'est rentrée dedans dans ce même endroit. Ce qui lui a fait quelques rayures sur sa voiture et décroché un petit peu le pare-choc. Elle n'a pas de dégâts. Vous voyez, là, on voit bien que c'est défoncé. On voit bien la peinture blanche du scooter ici. Et donc, ça donnait ça, à proprement dit. Elle m'a pas vu, pouf, et elle m'a rentré dedans. Voilà. Parce que l'angle est improbable. Voilà. Et donc, ça, c'est le dossier de tous les éléments qu'on vient de voir, l'attestation, le certificat médical, la voiture, l'accident, l'assurance, voilà, et le vol de mon GPS. Donc, il devait y avoir une main courante en plus, comme quoi je me suis fait piquer mon GPS. Voilà. Donc ça, c'était pour la phase 2 et c'est prouvé toujours, hein, voilà. Alors maintenant, le plaidoyer, on va voir. Toujours pour bien visualiser et bien comprendre sur du 2D, hein, synthétiser et découper dans l'administratif. Donc la phase 1, donc de fin 2007 à mai, je dirais 2008, phase 1, et la fin de la dictature, condamnation de la criminalité du parquet dans mon dos. Parce que vous ne recevez pas de documents, rien. Non. Voilà, on vous dit pas, vous allez être fiché parce qu'il n'y a pas de vérité chez eux. Vous êtes qu'avec un esprit criminel de salopes, de garces, d'enculés, de fils de pute, qui sont tout le temps là-dessus, poignardier les gens dans le dos pour leurs petites statistiques, pour leurs petites notations, pour leur petite carrière de merde. Parce que c'est ça, avant tout, et uniquement cela. Voilà, donc, moi, la phase 2, c'est qu'une journée, hein, même pas, c'est 2-3 heures, hein, voilà. J'attendais qu'elle aille au commissariat ou à une gendarmerie, elle a fait tout pour me semer et pour aller faire la pleureuse devant la gendarmerie, comme on l'a vu. Donc, voilà le dossier. Et sur ce dossier, eh ben, je le récupère, moi, après le TGI de Rennes. Donc, je le récupère dans tout ce qu'on a vu, mon travail, le plaidoyer que je vais faire, c'est sur la récupération du dossier 1. Vous voyez, la récupération du dossier 2 au niveau de la CA va se passer ici. Et c'est là que va commencer réellement une autre enquête, puisque là, nous sommes sur l'usage de faux en écriture publique, association de malfaiteurs, de procureur général, hein, parce que les procureurs généraux sont identiques dans cet esprit criminel et nazi, et pour couvrir toujours le bureau du procureur de la République, vont aller dans le même sens, même s'il n'y a rien dans le dossier, comme ils le disent. Même s'ils ne font plus la comparaison entre le dossier ici, qu'ils ont détruit, et le dossier qu'il va y avoir là, avec ces garces, je dirais, de l'entreprise d'avocates. Par contre, ici, dans le dossier 2, je vais récupérer le plaidoyer, l'argumentaire
de cette connasse d'avocate. Et c'est ça qu'on va voir aussi après le mien. Donc comme ça, vous allez pouvoir comparer le vocabulaire, la différence de structure, d'argumentaire. Alors moi, c'est beaucoup plus long parce que je développe. Vous voyez, ici, vous êtes sur une complicité, donc on est sur un raccourci, mais des insultes et de la mythomanie. Voilà, parce que, en fin de compte, eux ne rapportent aucun élément supplémentaire qui accrédite, je dirais, la manipulation de cette chienne de chez Bouygues Télécom et de Centralcom. Hein. C'est surtout l'entreprise Centralcom du franchisé qui habitait à Redon. L'entreprise Centralcom, c'est à Redon. C'est important parce qu'il y aura encore un rebondissement ici. Et il va y avoir encore un rebondissement par là, ici, à cette époque, puisque je vais retourner voir cette voisine cousin, le témoin, et je vais voir une autre version aussi de cette femme. Et pendant ce temps-là, j'ai la relation avec Sandrine, et qui commence juste avant, je dirais comme par hasard, la procédure du TGI, quelques mois avant, hein, on va dire 2 mois avant, 3 mois, et qui va se terminer juste au moment où je vais récupérer le dossier du CA. Alors bon, je veux pas dire, elle est facilement manipulable, hein, et puis elle picole, et voilà. Donc à la base, il y a quand même cette action, mais on voit bien c'est toujours des flammes qui vont utiliser ou se faire manipuler à des fins de ceci ou de cela, hein, facilement manipulable. Hein. Enfin bref, je veux dire, vous arrivez sur un dossier, waouh. Donc nous reverrons plutôt ça en détail un petit peu après, mais c'est pour donner un petit peu une vision et une compréhension sur ce qui va être dit là sur le plaidoyer 1 que j'aurais dû faire au TGI de Rennes, mais j'ai pas pu développer Voilà. Si j'aurais eu le dossier ici, j'aurais pu développer et amener mon dossier au niveau du TGI de Rennes. Mais comme nous êtes sur la non-séparation des pouvoirs et comme on l'a vu au niveau des tribunaux de police, jamais une de ces garces, une de ces cons, de ces juges, de ces présidents vont dire au ministère public, donnez le dossier, faites parvenir ou faites un procès verbal du flic sur les mensonges, sur ce harcèlement hein, qu'on va voir après, d'ailleurs dans les années après. Non, rien. Il n'y a jamais une parole qui va discréditer le parquet, le bureau du procureur, le commissaire dans les audiences. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Vous êtes sur une illusion du pouvoir. Eux, ils ont le droit de mentir, manipuler, saboter, association de malfaiteurs, usage de faux en écriture publique, tout ce qui est là, ils sont à 95% plus criminels que les criminels qu'ils envoient dans les prisons. C'est ça la vérité. N'ayant pas préparé ma défense devant le tribunal de grande instance, pensant que mon renvoi était légitime, et donc lourdement inculpé à tort sur ce dossier, ma défense vous éclairera sur l'accusation. Je fais appel à votre juge-arbitre, à votre conscience, me juger, la juger. Mais se méfier des apparences trompeuses, 22 minutes de votre temps, est-ce beaucoup demandé devant les 5 années d'infamie de cette femme ? Comme le juge du TGI l'a si bien précisé, il n'y a rien dans le dossier à charge contre ma personne. Mais en y regardant de plus près, la partie civile a du souci à se faire. Je demande l'indulgence à la cour, je ne suis pas un avocat, et donc au cas où le stress, l'émotion, la passion m'envahit, merci d'en tenir compte au vu de cette situation, car c'est mon avenir, mon futur, qui se définit ici et maintenant. Je vais vous démontrer, au travers de ces différents procès-verbaux et mains courantes, les affabulations de Madame Lemonnier. Maintenant, qui suis-je? Quels sont mes traits de caractère? Quels sont mes traits de personnalité? Je suis un homme au franc-parler, un autodidacte dans multiples domaines, un brin impulsif, une nature biologique nerveuse, sanguine, réservée, sentimentale, un romantique, un brin timide, un créatif, un mental fort, un QI supérieur à 130, un quotient émotionnel classé dans la catégorie des protecteurs, font de moi un être dit chaud, au tempérament passionné, un homme qui s'intéresse à beaucoup de choses de par mon esprit curieux et ma soif de comprendre. Je suis un homme de cœur qui élève son fils en parité depuis 12 ans, qui a eu un animal de compagnie centenaire depuis peu décédé, Grisou, un chat, un casier judiciaire quasiment vierge, à part une condamnation
qui est en cours à la révision de la CEDH. Je n'ai toujours pas conscience de la condamnation du parquet. Un combattant qui, devant l'adversité, se battra jusqu'au bout pour faire reconnaître son droit devant et face contre tous avec force et honneur. Suis-je ou ne suis-je pas responsable? Élu 2004 à 2006 au conseil d'école, 2006-2009 conseil de quartier, 2005-2006 président du conseil d'administration d'une association de regroupement des parents d'élèves, création de nouveaux statuts, regroupement d'associations, elle n'aura pas abouti. 2004-2005, vice-président, association des parents d'élèves. 2004-2006, membre du conseil d'administration, le bureau du club de natation de Fougères. 2000 à 2003, membre du conseil d'administration, le bureau du judo club de Fougères et judo club des Marches de Bretagne. Et j'étais au dojo du pays Fougerais bien avant de retourner sur celui de Fougères. Je suis un homme qui s'engage aussi en politique auprès de Debout la République, militant contre le non à la Constitution européenne, contre la réforme réduisant le nombre de tribunaux en France. J'ai même postulé à un poste d'assesseur pour enfants il y a environ 7 ans. Je suis en charge de régler les droits de succession de feu mon père et qui habite en ce moment même dans ce patrimoine que je restaure, réhabilite et qui se situe au 67 terre boulevard Charles Tillon, à environ 10 minutes et en face de l'adresse de l'audition du témoin, cousin Frédéric. Nous avons été voisins pendant 1 an environ en 2010, mais j'y reviendrai plus tard. Voilà, tout joue contre moi et ma nature de par ma force de caractère, mon obstination, ma ténacité, mon passé sur Fougères, celui qui s'est dressé contre des abus de droit d'agents de police, des bruits qui courent sur ma personne à défendre les faibles, et mon droit. Et l'on dit de moi être un loup blanc, un coureur de femmes, mais c'est aussi mon apparence que l'on juge sans arrêt, car j'aime danser et donc sortir. On juge la fougue, la passion qui anime ma personne à me défendre dans cette société. Qu'ai-je fait ou réalisé depuis cette première rencontre? Oui, monsieur le juge, les dates sont importantes. Je vous présente un historique que je ne vais pas vous lire, mais que je vous joins pour vous éclairer sur ma bonne foi avec l'ensemble des documents, dossiers prouvant ce que je vous ai dit en 9 SD. Donc le dossier, on verra. Maintenant, il est juste de savoir si j'ai enfreint la loi, le droit, son droit de circuler librement, sa liberté d'expression. La liberté d'un être humain s'arrête là où commence celle d'autrui. En France, est-il interdit d'être poli, d'inviter, d'offrir, de séduire, de comprendre sans attendre, sans attenter à l'intégrité de l'autre et en respectant son choix? Non, cela n'est pas interdit, c'est même honnête. Appelons-nous cela du harcèlement moral, sexuel? Non, puisque nous nous effaçons devant la réponse, l'humiliation d'autrui sans aucun acte malveillant ou déplacé, avec sincérité. Avons-nous le droit de réitérer ces demandes dans le temps? Rien dans la politesse, la courtoisie, la séduction et dans le droit de la liberté de s'exprimer ne l'interdit. Cela est même du bon sens. Avons-nous le droit de correspondance? C'est l'une des libertés des droits fondamentaux de l'homme et de la femme, article 8, alinéa 1, droit au respect de la vie privée et familiale. Ai-je contraint cette femme à lire mes courriers? Non. Mes courriers sont-ils des atteintes à son intégrité de femme? Non. Mes courriers sont-ils dégradants, injurieux ou calomnieux? Encore et toujours non. Par contre, elle les a gardés, n'étant pas datés pour un plus grand nombre, les a utilisés à charge quand bon lui semblait. Ai-je le droit de lui demander ce qu'elle en pense, ou si elle les a lus, avec ma liberté d'expression et ma sincérité? Heureusement oui. Suivre quelqu'un n'est pas non plus répréhensible par la loi. Le droit, s'il n'y a aucune intention de nuire, et si cela n'a été qu'occasionnel, dans la franchise de la bonne foi. Ensuite, qui est cette femme? Ses traits de caractère. C'est une ex-femme de patron, séduisante, charmante, fière, intelligente, manipulatrice, calculatrice, affabulatrice, dominatrice et tyrannique.
De caractère fort, s'excuser pour elle est un signe de faiblesse. Elle a une arme redoutable, le charme, la séduction, une très bonne élocution et par-dessus tout, c'est une très bonne comédienne douée de psychologie. Toutes les facultés d'une gérante commerciale en téléphonie mobile, utilisant des techniques de manager, une femme que l'on n'impressionne pas facilement et qui rentre facilement en colère quand on lui demande des comptes sur son opérateur. La beauté est un appui préférable à toute lettre de recommandation, citation d'Aristote. Que sais-je de cette femme? Ce qu'elle m'en a dit. Et en faisant cours de nos 2 heures de communication, un soir, voire l'historique, et en la citant, je suis une femme divorcée, mon ex-mari est un patron qui s'est remis avec une plus jeune et il a acheté la garde de mon fils à la justice. Il est bourré de fric et la justice, elle s'achète. Cela fait 3 ans que je travaille dans cette boutique. J'aime lire, faire du karting avec les autres gérants de Bouygues Télécom, etc. Elle raconte à tout le monde que j'ai été condamné pour harcèlement moral et sexuel. Faux! Je suis passé devant une déléguée au procureur. Sous le coup de tout ce qui m'arrivait, j'ai signé, accepté en rentrant chez moi et une fois accusé le coup, je me rétracte et j'écris au procureur et n'accepte plus l'accord dans le délai de droit de rétractation qui sont de 10 jours. Droit que cette même déléguée s'était tenue de m'interdire. Et au vu du montage dossier qu'elle a fait signer au président, une page est rajoutée au dos de la composition pénale, celle du harcèlement sexuel. Jamais je n'ai signé cette page. De toute façon, une composition pénale n'est en rien une condamnation. Vous voyez, parce qu'ils jouent sur les trucs, nous on ne le sait pas, mais en fin de compte, c'est une condamnation. J'ai quand même fait un effort, j'ai essayé d'éviter certaines rues lors de mes déplacements, mais environ 6 mois après un coup de fil, j'arrête mon véhicule à proximité de sa boutique. En moins de 2, elle appelle les flics. Et c'est encore à moi de plier devant la tyrannie de cette femme. Elle en riait dans sa boutique. Quelle est l'essence même du harcèlement? Voire dossier harcèlement, KSSD, ce qu'on survolera plus tard. La liste de références établie par Legman définit 45 agissements constitutifs de mobbing. J'en ai surligné 17 qui m'ont été infligés par cette femme, pages 4 et 5 de ce même dossier. Empêcher la victime de s'exprimer. La victime est constamment interrompue. Critiquer le travail de la victime, refuser le contact, ignorer sa présence, isoler la victime, ne plus lui parler, ne plus se laisser adresser la parole par elle, nier la présence physique de la victime, déconsidérer la victime auprès d'un plus grand nombre, médire de lui ou le calomnier, lancer des rumeurs à son sujet, se gousser de lui, le ridiculiser, prétendre qu'il est un malade mental, l'injurier dans des termes obscènes et dégradants, discréditer la victime dans son travail, l'agresser physiquement sans retenue. On définit le harcèlement tourmenté par d'incessantes petites attaques, critiques incessantes, conduite abusive d'une personne sur une autre, exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur l'autre pour la déstabiliser et dégrader son état d'esprit. La politesse, la courtoisie, l'invitation, le fait d'offrir en lieux multiples et répétés, dans le temps et espacés de plusieurs mois, et en se connaissant et en ayant communiqué avec elle pendant plusieurs mois, est-il en soi reconnu comme du harcèlement? Non, et heureusement. Mais bien des femmes ayant réellement vécu du harcèlement moral ou sexuel l'auraient préféré de la sorte. Au vu des affaires en cours qui sont médiatisées, je me permets de vous dire, je suis un ange. Alors, je ne sais plus quelle période, on est 2010-2011, la dictature des quotas de la criminalité sarko-nazie, à sa guerre. Apporte-t-elle une once de preuve, une photo me montrant en train de soi-disant dormir sur son palier ou dans mon véhicule à de multiples reprises, ce que la partie civile a avancé lors de l'audience du TGI.
mais qui n'apparaît pas dans les conclusions des documents, des enregistrements, démontrant mes appels, un témoignage de ces affabulations. Toujours et encore non. Ouais, témoignage de ces affabulations. Le seul témoin est sa collègue de travail, où là aussi on rencontre des incohérences. Elle dépose une main courante le 13 mars 2008, comme quoi je suis passé la voir 5 minutes. Puis une audition, le 23 avril 2008 à 17h55. Dossier cousin, passage surligné 12. Elle m'incrimine, alors que la plaignante l'a contredit dans son PV du 24/12/2007. Voilà, ça devait être 2008 aussi, il y a 2 PV en fait. Sur les appels téléphoniques. Puis, Madame Cousin affirme dans son audition que tous mes courriers parlent de sexe. Et Madame Lemonnier l'a contredit dans son audition du même jour, à 14h30, je cite, « À la lecture de ces courriers, une aventure amoureuse ». Vous voyez la différence? N'y a-t-il pas une énorme différence? Je la connais depuis octobre 2006. Sa première main courante est de février, le 9 février 2007. Je la cite. « Je me réserve le droit de déposer plainte. Nous nous voyons dans sa boutique. De temps en temps, jamais de problème. Elle me charme, puis commence l'acharnement que je ne comprends pas à l'époque. Pas d'appel, ou très peu, puis 2 à 3 fois par semaine, puis depuis 18 mois, d'après le témoin cousin. Et si j'en savais sur elle, qui m'en a informé, à part Madame Lemonnier? Moi, je ne vois personne d'autre qui m'a donné d'informations sur elle-même. Comme je l'ai dit, Madame Cousin et moi avons été voisins et je suis retourné la voir en 2010. Et là, pas de main courante. Bizarre. J'ai comme preuve un enregistrement vocal sur mon téléphone portable d'une durée de 25 minutes. Cette jeune femme m'a confié qu'elle avait démissionné. On lui avait promis la gérance de la boutique. Donc elle a été manipulée par Lemonnier qui lui avait promis que si elle témoignait, elle aurait la gérance de la boutique. Je lui ai posé des questions sur ces traits de personnalité de cette femme. Elle me dit honnêtement, je ne la connais pas. Elle est bizarre, elle raconte sa version, puis elle en change sans arrêt. Donc au vu de l'énorme différence de son audition et celle enregistrée par Madame Lemonnier, je constate que Madame Cousin a été manipulée à charge contre ma personne, ce qu'on appelle encore un faux témoignage, donc un délit. Elle a bien été un pion et que c'est bien cette femme qui a raconté des faits qui ne sont jamais prouvés. Donc elle l'a manipulée, raconté des conneries pour qu'elle aille témoigner de ces conneries qui sont contredites par elle-même. Contredite par elle-même et elle a réussi à lui faire peur. Madame Lemonnier, à chaque fois qu'elle me voyait, à son bon vouloir, soit elle m'envoyait balader, m'insultait ou appelait la police. Les agents de police mobiles traquaient mes moindres faits et gestes. Difficile pour moi de passer voir mes clients. Ces derniers, et pas dans la totalité, ont aussi en mémoire que j'avais déposé une action en justice contre l'un des leurs pour abus de droit. L'agent Fouilleul au niveau du tribunal administratif de Rennes, cette criminalité organisée. Cela n'a pas aidé ma personne, je pense. Dans la dernière procédure, elle commence par « Dès que je l'ai vu, je savais qu'il allait me suivre. Pourquoi ne se rend-elle pas au commissariat ?» Technique de harcèlement, isoler la victime. Sachant qu'elle ne parle à aucun moment de son soi-disant licenciement et avoir déménagé à cause de moi. Elle affabule encore sur ma soi-disant condamnation de harcèlement sexuel et moral, puisqu'elle m'avait dit quelques jours auparavant que son départ n'était en aucun cas lié à ma personne, puis confirme plus tard par un nouveau vendeur me disant qu'elle avait demandé sa mutation. Pour preuve, elle décrit tout un récit de poursuite avec une extrême précision et intelligence. Un témoin est présent sur la scène de l'accident. Elle ne relève pas sa plaque, elle ne l'interpelle pas, alors qu'après lecture du dossier, elle est en ligne avec la gendarmerie. Elle leur raconte que je lui ai foncé dessus, créant un accident. Il lui aurait été facile de transmettre
la plaque numérologique de ce témoin qui est garé derrière elle dans son véhicule et elle a attendu qu'elle se range sur le bas-côté pour continuer son chemin, tout en s'arrêtant au stop. Plus de 2 minutes se sont écoulées. Vous ne trouvez pas ça étrange? Le témoin ne l'arrange pas, car elle sait que c'est elle qui est en tort. Lors de l'accrochage, la preuve est encore sur mon véhicule. L'angle de pénétration ainsi que les rayures démontrent que je n'aurais jamais pu, avec mon aile déjà détériorée, lui faire ces quelques griffures sans abîmer beaucoup plus sa carrosserie. Voir la photo de l'accrochage qu'on vient de voir, je savais qu'elle se rendait sonnante puisque elle s'y rendait souvent déjà depuis 2006. Je lui ai même proposé mon GPS à l'époque. Sur les faits, l'enquête de gendarmerie n'apporte aucun élément concernant cette course-poursuite imaginaire. Mais quand elle émet son premier appel, le conseil de l'OPJ lui demande « Rendez-vous dans un commissariat, voire une gendarmerie ». Le fait-elle dans son récit? Toujours non. Elle dit être psychologiquement atteinte. Voit-elle un psy? Non, un généraliste, auquel elle lui demande une attestation, je cite, dans les suites d'un harcèlement dont elle me dit être victime, en date du 21/3/2008, réalisé le 25/4/2008, établi à la demande de l'intéressé. Et on en a vu un deuxième avec la date de 2009, où là, même s'il n'y avait aucune intervention, aucune preuve, aucune plainte, ni rien du tout, elle se dit toujours harcelée. Parle-t-il d'un traitement ultérieur à cette date? Encore non. Savons-nous ce que prenait cette femme lorsqu'elle a perdu la garde de son fils? Et pour quel motif? Toujours non. Moi aussi, je vous joins une attestation de mon médecin comme quoi pendant cette période, j'avais des troubles du sommeil et il va de soi que pendant cette période, je n'osais en parler à qui que ce soit. Si elle avait réellement vu un psychologue, quel conseil lui aurait-il confié au vu de ces situations? Si cet homme ne vous faisait pas peur avant, pourquoi vous fait-il peur maintenant? Et pourquoi ne pas simplement résoudre le problème avec lui? Un psychologue aurait vu clair dans sa manipulation. Une femme qui utilise aussi son fils et avance son éloignement de celui-ci, pourquoi avoir choisi Nantes? Car elle y connaissait du monde et s'était fait muter dans cette ville à sa demande. Maintenant, ai-je subi du harcèlement psychologique? Oui. Ayant depuis le début nié me connaître, m'avoir téléphoné. Alors la toute première question est comment ai-je pu obtenir son numéro de téléphone professionnel sans qu'elle m'ait appelé la première? Elle raconte que je l'ai obtenu en la voyant manipuler son téléphone. Alors comment elle peut s'appeler elle-même? Donc je la vois manipuler son téléphone et elle me dit qu'elle s'appelle elle-même. Et que c'est là que moi j'ai vu qu'elle composait son propre numéro de téléphone. Vous voyez le délire? Et ça c'est cru par les flics. Expliquez-moi comment? J'ai une attestation concernant son premier appel de 5 minutes. Cette femme raconte ce qu'elle veut et on la croit. Un plus grand nombre de policiers la croient. L'escorte et l'appuie en m'empêchant de travailler, de démarcher les commerçants dans le secteur que cette femme a choisi. Un jour, descendant au château, passant devant sa rue à sens unique, je l'aperçois, fenêtre grande ouverte, musique à fond, avec des amis pour se montrer au plus grand nombre. Place du théâtre, où une vingtaine de jeunes se réunissaient. Bonjour la discrétion. Pas besoin de la suivre pour savoir où habitait cette femme. Elle est toute puissante. Elle ment sur les téléphones, sur son licenciement, elle en rajoute à l'audience. J'ai dormi sur son palier et là, pas de procès verbal. Verbal, une pro de la téléphonie qui n'utilise pas son appareil photo intégré, ses enregistrements vocaux. Donc depuis le tout début de cette affaire, elle a fait de fausses déclarations, délit de faux témoignages. A manipulé le ministère public à des fins personnelles. Elle a intentionnellement visé à m'humilier, me diffamer et me détruire pour valoriser son pouvoir social et personnel afin de pouvoir utiliser les forces de l'ordre contre des clients récalcitrants. Une vengeance aussi sur les hommes au travers de ma personne et une victoire sur celle de la justice qui ne lui a pas accordé la garde de son fils.
Je peux vous dire que cette femme a bien failli me retourner le cerveau. Combien d'hommes se seraient noyés dans l'ivresse ou, au vu de son acharnement, se seraient suicidés, comme me l'a incité cette femme. Voir l'enquête. Donc ça va être plutôt développé aussi dans l'historique, hein, l'incitation au suicide. Voilà, donc c'est quand même bien stipulé, hein, il faut quand même développer, synthétiser énormément d'informations. Voilà, et ça c'est que le début. Hein. La valeur morale ne peut être remplacée par celle de l'intelligence, et j'ajouterai, Dieu merci. Citation Albert Einstein. On va passer à son plaidoyer, à la garce de l'avocat. Vous allez voir, c'est totalement différent. Là, vous avez vu qu'il y a des références par rapport aux mains courantes, au double discours, aux différentes argumentations des plaintes qui sont contredites, le témoin qui a été manipulé et qui a fait un faux témoignage en sa faveur parce qu'elle lui avait promis la gérance de la boutique. Et ça, c'est impardonnable. Donc on est bien sur une association de malfaiteurs dans une criminalité judiciaire organisée. Alors, le plaidoyer, c'est celui qu'on vient d'entendre. Hein. Donc ça, c'était avant le renvoi avec un petit peu plus d'informations, puisque j'ai retravaillé, je dirais, le document avec l'information du faux témoin, hein, du délit de faux témoignage en bande organisée, hein, puisque elle a été manipulée par sa gérante, hein, sa patronne, on va dire. Hein. Ça, c'est clair. Donc, tout ça, c'est ce que je viens de lire. Hein, donc, 22 minutes, en gros, clac, clac, clac. Et je parlais de l'historique. L'historique, il est là. Voilà. Vous voyez, je l'ai rédigé le 25 mai 2011, l'historique. J'ai souscrit un contrat téléphonique, la boutique. Donc, je raconte exactement tout le côté des contrats, hein, que je n'ai pas développé dans le plaidoyer volontairement. Hein, le fait qu'elle m'a appelé 2 fois par téléphone, ce qui fait que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir son numéro de téléphone personnel. Ça, c'est clair, hein. Ce qui est toujours pas compris par des pseudo-enquêteurs sous-officiers et surtout officiers. Ce qui est dramatique, c'est officiers et la criminalité des parquets qui vont choisir sa partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête. C'est une condamnation, c'est à sens unique. Nous sommes sur l'escroquerie, les associations de malfaiteurs de cet esprit nazi judiciaire, le pouvoir absolu que leur confère la criminalité de la CEDH, hein, qui a exterminé le fondement de la Première et de la Cinquième République, les droits de l'homme, le droit à la criminalité, au pouvoir absolu. Ça veut dire d'inventer des lois. Même s'il n'y a pas de loi, on vous condamne, on vous escroque pour ces salopes, ces garces universitaires des entreprises de la droite socialiste centriste. Donc je suis une femme, donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai lu. Voilà, donc on a bien... tout a commencé fin 2006. Fin 2006, ça c'est important parce que vous allez voir les mensonges sans arrêt de ces parjures des entreprises, des salopes traditionnelles et des garces. Hein. C'est à celui qui va être le plus pourri dans leurs tribunaux. Hein. Je veux dire, c'est pas des tribunaux, hein. C'est du racket, c'est une mafia judiciaire, hein. Ça c'est clair. Donc voilà, donc il y a encore du développement, tout est basé sur des preuves, tout est basé sur des preuves. J'amène tous les documents administratifs civils de ma création d'entreprise. Voilà. Donc, il y a énormément de boulot là-dessus. Hein. Donc, les PV aussi, voilà, puisque sur un PV aussi qu'on retrouve sur le chapitre 7, ils ne me reconnaissent pas comme une entreprise libérale. Hein, voilà. Donc, oui, c'est tout le temps pareil. Au vu de tout mon travail personnel sur ces dernières années, avais-je le temps de harceler quotidiennement cette femme? Parce que, voilà, ça c'est ce qui va encore être dit dans l'argumentaire, les conclusions de cette criminalité en bande organisée de l'avocate. Et voilà donc les conclusions de la partie civile. Donc vous voyez, là, il y a, on arrive sur 5 pages. Hein. Donc si vous enlevez les pages de présentation, il y a 3 pages, hein, à peine. Ok, donc c'est le tampon. Donc vous voyez ici, ce qui est vachement important, c'est ici E27. Ça, c'est le document que j'ai récupéré dans le dossier de la cour d'appel. Vous voyez, on voit bien la date du TGI, le 18-11-09. Et ici, le numéro de la pièce qu'on va retrouver dans le dossier de la CA. Vous allez voir l'usage de faux en écriture publique de cette criminalité organisée, parquet, président, la non-séparation des pouvoirs, le pouvoir absolu, ce qui prouve et démontre la dictature judiciaire totale et la corruption totale du Parlement, du Sénat et du Conseil nazi constitutionnel, je dirais parisien, des payés à rien foutre, des surpayés à rien foutre, des privilèges qui se sont accordés pendant toutes ces dernières décennies.
Alors voilà, Séverine, donc là nous sommes avec la garce. Voilà, là où je vais travailler après sur l'enquête, l'avocate, maître Isabelle Bagot, hein, ok, donc contre moi, bien sûr, plaise au tribunal, monsieur Prudor Yannick est cité devant le tribunal séant pour avoir, à Bourg-les-Comtes, le 30 avril 2009, volontairement et avec préméditation, commis des violences sur la personne de Séverine Lemonnier en l'espèce et en se rendant à son domicile en la suivant, en ayant un comportement dangereux sur la route, toujours. Ce n'est pas prouvé, hein, donc ça c'est toujours le récit de la plainte, de la première plainte, et les deux versions qu'elle donne sur l'accrochage, l'accident, quand je lui fonce dessus, soi-disant, et des autres automobilistes, les violences, non, voilà. Et elle rajoute un incident qui n'existe pas, en fait. Voilà, à Fougères, le 18 mars 2009, volontairement, avec préméditation toujours, hein, commis des violences sur la personne en l'espèce en se rendant à son domicile, en laissant son véhicule en stationnement devant le domicile de la victime, en l'insultant, ces violences n'ayant entraîné rien du tout. Voilà. Donc là, elle parle, mais il n'y a rien qui le prouve. Il n'y a pas de main courante, il n'y a pas de plainte, sauf ma plainte pour incitation au suicide qui a été détruite par l'officier Linet dans les complicités soit du commissaire, soit du parquet. Et ici, qu'est-ce que vous voyez, la date, le 18-3, c'est le jour où elle va faire son renouvellement de médicaments. Donc vous voyez, nous sommes bien sur cette manipulation, ce mensonge en bande organisée, et elle se cache derrière le secret médical. C'est un argument, puisqu'elle fournit le certificat médical. Donc là, bien sûr, la garce, qui va être la menteuse de l'entreprise d'avocats, va affabuler, toujours affabuler. Hein. Voilà. Alors, sur l'action publique, alors là, les faits reprochés aux prévenus apparaissent au terme de l'enquête diligentie constituée. Ça, c'est du jargon technique pour dire le parquet est d'accord avec nous, vous n'avez pas à regarder, vous n'avez pas à étudier, c'est normal, c'est comme ça, on va l'escroquer, on va le harceler, il fait partie des classes populaires, on n'en a rien à foutre. En gros, ça veut dire ça. Le tribunal entrera par conséquent en voie de condamnation contre M. Prudor et lui fera l'application de la loi pénale qui lui plaira. Voilà, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, vous nous faites gagner du fric et puis basta. Voilà, ça se résume à ça. Hein. Ça, c'est le jargon technique entre les enculés dans cette complicité insidieuse des entreprises d'avocats où nous sommes sur la justice politique, bien sûr, la discrimination, le racisme sociétal. Alors, sur l'action publique, voilà, donc là, nous sommes déjà à la page 3, vous voyez, donc il n'en reste plus beaucoup dans l'écriture. Madame Séverine Lemonnier entend se constituer partie civile et solliciter les réparations, voilà. Il est arrivé en premier lieu, pas inutile de souligner que M. Prudor, le 18 mars, donc date rajoutée, le 30 avril, retirer les faits pour lesquels il a déjà été condamné suivant une composition pénale. Donc là, elle savait pertinemment qu'il y avait la composition pénale, que j'ai été condamné, ce que je ne savais toujours pas, moi, quand j'ai été à l'audience en 2009. Celle-ci faisait suite à une procédure engagée contre monsieur pour harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles, violence avec préméditation n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, des faits commis, voilà. Voilà, donc là, on ne parle pas de harcèlement sexuel et on ne parle pas de harcèlement moral, ce qui est totalement différent de la plainte toujours, hein. A mis à charge M. Prudor une amende de 150 €, voilà, que j'ai payé, ok. Dès l'expiration de ce délai de 6 mois, donc elle dit bien que j'ai respecté le cadre judiciaire, M. Prudor a immédiatement renouvelé le comportement de harcèlement et de percussion. Alors, soi-disant, c'était arrêté le 7 novembre, et là, elle nous parle du 18 mars. Donc, je n'ai pas immédiatement renouvelé le comportement de... Voilà, vous voyez. Et elle ajoute que ça commence... C'est depuis 2005, alors qu'on se connaît que depuis fin 2006. Donc elle rajoute 1 an et demi. Tout ça, c'est consenti par cet esprit nazi des présidents qui ont, je dirais, pas le parti pris. Hein. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Vous êtes sur de l'abattage, de l'escroquerie, de la criminalité, de la droite socialiste centriste. Depuis 4 ans, M. Prudor est en effet obsédé par Mme Lemonnier, qui n'a cessé de la suivre partout, dès qu'il l'apercevait à Fougères, commune où résidait encore la victime. M. Prudor a fait vivre à Mme Lemonnier un véritable enfer, se présentant sur son lieu de travail, à son domicile, la suivant dans la rue. Vous voyez, le délire, et elle est à sa fenêtre, musique à fond, en train de danser, et soi-disant, elle vit un calvaire. À de multiples reprises, Mme Lemonnier a dû s'enfermer à son domicile après avoir vu le véhicule de M. Prudor stationné en bas de son immeuble, ou l'intéressé sonnant à sa porte, ou encore se faire raccompagner par les services de police sur son lieu de travail à son domicile. Voilà, pour avoir acheté des fleurs, pour avoir acheté des cadeaux et écrire des courriers, tout ce qui n'est pas contraire à la loi. Mme Lemonnier
a par ailleurs été assaillie de courriers délirants émanant de M. Prudor qu'elle retrouvait dans sa boîte aux lettres sur le pare-brise de son véhicule. Donc là, l'utilisation de mes propres courriers, hein, où on rentre pas, là, elle ne nous parle plus d'une histoire d'amour. Hein, l'avocate, hein, c'est carrément... voilà. Hein. Madame Lemonnier a beaucoup pâti du harcèlement et de l'oppression quasi quotidienne. Donc là, nous sommes toujours sur le mensonge, les affabulations, et basé sur le faux témoignage, je dirais, de l'employé cousin de M. Prudor. Celle-ci est devenue irritable, agressive. En fait, là, elle nous décrit la vraie personnalité de cette personne. Elle est irritable et elle est agressive. Elle rentre dans ses colères, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça, c'est l'excuse du harcèlement pour obtenir sa drogue auprès des généralistes, y compris sur le plan professionnel, changement de comportement. Et là, elle va mentir sur le licenciement. Bien plus, Madame Lemonnier a dû se résoudre à quitter la région de Fougères pour se cacher dans le département de Loire-Atlantique où elle vit encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs le jour où elle rendait les clés de son logement de Fougères, le 30 avril 2009, que M. Prudor l'a de nouveau suivi en voiture et a commis les faits de violence avec préméditation qui lui sont reprochés. Ce déménagement a généré à Mme Lemonnier un préjudice financier puisqu'elle s'est trouvée sans revenu. Alors là, nous sommes toujours sur les mensonges. Durant 2 mois, le temps pour elle de retrouver un emploi. Elle a dû faire face durant 2 mois au paiement de 2 loyers. En outre, elle vit désormais éloignée de son fils qui vit auprès de son père à Laval. Donc là, elle ment aussi et elle utilise son propre fils pour argumenter ce torchon, ce PQ de waouh. Vous dites, mais c'est hallucinant d'être aussi vénal, aussi voilà, utiliser son propre enfant pour des excuses bidons pour obtenir du fric. Hein. Le truc, le final, c'est pour du fric. Hein. Les conséquences du comportement de M. Prudor ont donc été très importantes pour la victime, et ce, à tout point de vue. Le plus important a été entendu sur le plan psychologique. Elle a dû consulter un médecin, mais un médecin généraliste, pas un psychiatre, et se faire prescrire des anxiolytiques, des neuroleptiques, afin de compenser les angoisses, insomnies générées par le comportement de M. Prudor, puisqu'elle avait toute raison de penser qu'il pouvait à tout moment se trouver derrière la porte, à son domicile, ou bien stationné au pied de son immeuble, ainsi qu'en témoignent les faits au 18 mars 2009. Donc là, il parle d'un témoignage, mais il n'y a pas de témoignage. Voilà. Donc là, nous sommes toujours sur les mensonges consentis. Voilà. Et moi, ce document, je l'ai 1 an et demi après. Hein. Le 30 avril, M. Prudor a fait subir à Mme Lemonnier une véritable course-poursuite, plaçant celle-ci même que les autres automobilistes devant un risque imminent de mort, toujours pas prouvé par personne. L'on imagine sans difficulté l'angoisse extrême dans laquelle s'est trouvée Mme Lemonnier et l'impuissance qui a été la sienne pour faire cesser les agissements de M. Prudor. Elle vit aujourd'hui dans la crainte que M. Prudor la retrouve sur son nouveau lieu de vie. Vous voyez, la psychose du délire de ces mythomanes, c'est impassable. Pour l'ensemble de ces motifs, Mme Lemonnier apparaît particulièrement bien fondée à solliciter une condamnation de M. Prudor et à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dédommagement, intérêt pour toute cause préjudice confondue. Donc vous voyez, là, c'est pour du fric. Et nous sommes avec 5 500, donc vous arrivez sur 6 000 € d'amende. Donc là, nous sommes sur quand même de l'escroquerie. Hein. On ne parle pas d'une petite verbalisation de 75 €, de stationnement à 35 €. Hein. Nous parlons d'escroquerie judiciaire en bande organisée, consentie, couvert, protégée dans la complicité du bureau du procureur de la République, où il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune impartialité, il n'y a aucune objectivité, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ils sont tous dans cette médiocrité de cette criminalité en bande organisée. Et nous le voyons ici, voilà le certificat médical. Donc, fonction timing, on va voir pour l'enregistrement de cette collègue qui a été manipulée. Donc, nous sommes sur la préméditation d'une escroquerie universitaire dans cet esprit criminel judiciaire de la magistrature, le crime contre la paix publique, hein, la haute trahison institutionnelle, du Sarkozy, Hollande criminel et du Macron criminel. Dans ces conclusions, vous avez vu, il n'y a aucun développement des plaintes, il n'y a aucun développement des actions, des mains courantes, des appels occasionnels téléphoniques. Nous n'avons pas le développement du témoin. Non, non. Vous voyez ? Donc, comme ils le savent, ils vont gagner la procédure, ils n'ont rien à foutre. Ils font un travail minimum parce qu'ils n'ont rien à prouver puisque nous sommes sur une organisation criminelle où le citoyen n'a aucun droit. C'est ça, la réalité de la vérité sur ces procédures. Et encore, là, vous n'avez rien vu. On va continuer et on va rebondir
sur l'organisation criminelle universitaire qui utilisait les sites sociaux à l'époque, et ils nous disent être respectables. Et ils nous disent qu'il faut respecter l'autorité quand elle nous crache à la gueule au quotidien, quand ils nous escroquent au quotidien dans leur procédure pénale.